Mesdames, Messieurs, bah oui, je suis encore là. Je ne quitterai pas ce siège avant 13 heures. C'est comme ça. Euh, Vous êtes un peu plus nombreux que tout à l'heure. En fait, il eût été plus sympathique pour notre intervenant de vous rapprocher. Il n'y a rien de pire que le sentiment d'avoir une salle vide. Donc si vous pouvez vous rapprocher et meubler les premiers rangs, puis ce sera mieux à l'image. Merci, vous êtes gentil d'avoir quitté votre confort pour en atteindre un autre. Alors, ce n'est pas une première pour notre ami Youen Boenek, mais quand même, voilà, il a lancé sa société, il a inventé quelque chose. Il vient là pour parler de lui, pour se vendre, entre guillemets. Ce n'est pas un mauvais terme. Donc, voilà, il y a toujours un petit enjeu. Donc, merci d'être là, de lui faire bon accueil, Youen Boenek. Vous avez donc, je vous laisse vous présenter, puis on arrivera au cœur du sujet. Mais enchanté, Youen Boenek, j'ai 25 ans, j'ai eu 25 ans récemment. Je suis récemment diplômé d'une école d'ingénieur généraliste et je me suis spécialisé en énergie-environnement. Et c'est durant cette école, durant un projet de cette école, que j'ai eu l'idée de fonder Altoplast, qui n'est pas encore fondé, mais qui va bientôt être fondé. Qui vise du coup à développer une technologie pour la récupération des microplastiques dans l'air et dans l'eau. Les microplastiques, pour être simple, c'est toutes les particules de plastique qui sont inférieures à 5 mm. Donc 5 mm, on peut penser que c'est gros, mais c'est inférieur, donc ça peut descendre jusqu'au micro, voire au nanomètre. C'est des particules qui, du coup, on le sait, a un impact sur la faune et la flore. On a déjà vu plusieurs images avec des oiseaux où on voyait leur estomac rempli de déchets plastiques. Mais on est en train de se rendre compte de plus en plus que ça a aussi un impact pas négligeable sur la santé humaine, puisque ces particules, une fois qu'elles sont toutes petites, en dessous d'une centaine de microns, elles peuvent directement passer dans notre sang, dans nos organes, et le plastique, c'est à la base du pétrole, donc c'est pas forcément top, quoi. Oui, et puis il n'y a pas que là, on retrouve des microplastiques jusque sur la cuticule du plancton au fin fond de l'Antarctique. On en retrouve dans tous les courants aériens, on en retrouve dans l'air que l'on respire en ville. Moi, je me souviens d'une étude qui avait été menée par des pneumologues ici à Paris durant le premier confinement qui se sont dit, bah tiens, il n'y a plus de voitures, il ne devrait plus y avoir de microparticules. Et si on a retrouvé des microparticules de pneus, des microparticules de plaquettes de frein, véhicules électriques ou pas, et des microparticules de plastique. Voilà. Donc c'est partout. Et vous avez développé une idée qui est un peu autre de filtrer les microparticules par nos propres poumons. Vous voulez éviter ça par un filtre que vous avez inventé. Mais avant, pourquoi vous intéressez-vous aux microplastiques? Vous avez 25 ans, vous avez une carrière, vous pourriez faire des missiles, des centrales nucléaires, des éoliennes. Vous pourriez bosser pour le transport et la logistique. Non, vous, c'est les microplastiques et vous créez votre boîte. Pourquoi? Ouais, comme je l'ai dit, c'était pendant ma 4e année en école d'ingénieur, un projet où on devait quantifier les émissions de microplastiques de la région de Montpellier. Ça aurait pu vous déplaire et non. Et en fait, ça aurait carrément pu me déplaire. Au début, même, j'y suis pas allé à reculons. C'était intéressant puisque quand même l'environnement m'intéresse, mais je trouvais pas ça très pertinent puisque je connaissais pas du tout la pollution. Et en fait, au fur et à mesure que le projet avançait, quand on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 3000 tonnes qui étaient émises juste au niveau de l'Hérault, chaque année, on s'est dit, c'est pas normal. On a commencé à chercher s'il n'y avait pas des solutions qui existaient. Et en fait, non. Enfin, il y a quelques solutions qui commencent à émerger, notamment au niveau des machines à laver, puisque c'est une source qui commence à être connue, les fibres de vêtements, tout simplement. Oui, ça, c'est du synthétique. Exactement. Et les bouloches finissent dans le filtre et ensuite ça part dans l'eau. C'est ça. Et c'est du plastique finalement. Et c'est du plastique. Et il y a des fibres qu'on voit et il y a des fibres qu'on ne voit pas, qui peuvent être récupérées dans les stations d'épuration par différents procédés, mais certaines passent quand même à travers et au final ça se retrouve dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans. Donc voilà. Et ensuite, c'est la seule source pour laquelle on a trouvé des solutions. Et en fait, en faisant notre étude, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres sources. Je ne peux pas toutes les citer, il y en a une quantité impressionnante, mais la plus importante, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est les pneus de voiture. Le caoutchouc, c'est du plastique, c'est un polymère. Et les pneus de voiture, on change nos pneus tous les 2 ans à peu près. Donc, on ne s'est jamais posé la question de pourquoi on changeait les pneus, où ça partait, cette couche qui avait disparu.
Et en fait, ça fait des microparticules. Dès qu'on roule, ça fait tout le temps des microparticules. Pour la France, ça représente 75 000 tonnes par an, d'après des estimations qu'on a réalisées à travers différents articles, etc., beaucoup de bibliographie. Mais la bibliographie qui sort actuellement montre que ça commence à même tendre au-dessus de 75 000 tonnes. Les chiffres sont tout le temps en hausse. Donc on a voulu agir absolument, quoi. Donc il y a un gisement considérable que vous vous proposez de récupérer. Et quelle idée vous avez eue? Alors, Moi qui me paraît génial, comme toutes les idées simples, mais auxquelles on ne pense jamais. ouais, pour trouver... Alors, on voulait récupérer ces microplastiques. Donc, on a regardé un peu toutes les solutions qui existaient pour la récupération, le filtrage de tout ce qui existe. Hein. Pas forcément les microplastiques, mais par exemple ce qui est utilisé en station d'épuration, etc. Et en fait, à force de fouiller, on a trouvé qu'on pouvait se servir des propriétés électriques des plastiques, puisqu'ils sont isolants. Et donc ils n'ont pas de propriété électrique, ils sont isolants. Eh bien si, ils ont des propriétés électriques et notamment une de leurs propriétés électriques fait qu'ils sont isolants. Et donc on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer avec ces propriétés électriques pour directement les déplacer comme une sorte d'aimant à distance, ce qui permettrait de ne pas avoir du tout d'action mécanique dessus. Et donc ne pas avoir le problème des filtres, puisque un filtre classique, quand on le met dans l'eau en dessous de 300 micromètres, pour des mailles de 300 micromètres, ça commence à devenir compliqué à filtrer, puisque l'eau, pour faire simple, commence à avoir du mal à passer dans le filtre. Il faut des pressions importantes. Et donc en se servant des propriétés électriques, on essaye de développer ce filtre nouvelle génération, si on peut dire, pour agir à distance, les déplacer, les récupérer, et derrière forcément les revaloriser, parce que ça n'a aucun intérêt de les récupérer et les rejeter dans la nature pour les enfouir. Et donc les revaloriser de façon durable, que ce soit, on a différentes pistes, que ce soit dans le bâtiment pour améliorer les propriétés mécaniques des matériaux, aussi pour fabriquer de nouveaux pneus. C'est pas forcément une solution très durable, mais ça peut être intéressant, puisqu'au final c'est un cercle vertueux. Les particules qu'on récupérerait seraient mises dans de nouveaux pneus qui referaient des particules qu'on récupère, etc. Et également dans de l'ameublement. Dernièrement, la semaine dernière, il me semble, on a eu un contact avec un potentiel futur partenaire qui aimerait faire des meubles qu'avec du plastique recyclé. Des meubles. Donc, quoi, des chaises de jardin, quoi? Non, un peu de tout, même des ouais. meubles, même des assez gros meubles, pour justement essayer que ce soit des meubles durables qu'on garde dans le temps. Donc, Vous pouvez garantir un approvisionnement en microplastique récupéré à un client comme ça? À partir du moment où nos systèmes seront installés, donc j'en ai pas encore parlé, on a 2 voies où on pourrait l'installer. On pourrait totalement, puisque les voitures, donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est agir sur la source majoritaire, les pneus de voiture, qui représentent quand même plus de 60% des émissions. Donc on veut complètement agir sur cette pollution, et les pneus de voiture, enfin les voitures, les camions roulent constamment. Donc en fait, on aurait constamment une source d'approvisionnement pour ces futurs partenaires, quoi. C'est-à-dire que votre système, on peut l'installer. Enfin, c'est un peu le même principe que les filtres à particules, c'est ça? Pas exactement. Pas exactement. Alors expliquez-nous. Alors, ça se présente comment, pardon? Alors on est en train d'essayer d'agir sur deux secteurs, entre guillemets. Le premier, c'est dans l'eau. Au niveau des bassins de rétention d'autoroute, puisque les bassins de rétention d'autoroute récupèrent toutes les eaux de pluie. Ces eaux de pluie, forcément, elles sont passées sur l'autoroute, là où les microplastiques sont posés, et attendent gentiment d'être emmenés vers les rivières. Et donc là, on se placerait directement à la sortie des bassins de rétention, avec un système qui se placerait directement dans le tuyau d'évacuation, qui ont des tailles déterminées, donc qui aurait la forme du tuyau, avec un réseau d'électrodes, justement, pour jouer sur les propriétés électriques des particules. Le brevet n'est pas encore déposé, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore trop en dire, mais donc avec ce réseau d'électrodes qui permettrait de justement récupérer ces particules. Ça, c'est la première voie qu'on vise. Et la deuxième, c'est directement à l'arrière des roues de camions, principalement camions et bus, puisque c'est ceux qui roulent le plus majoritairement, enfin le plus souvent, on va dire. Et plus particulièrement dans les villes, puisque les bassins de rétention dans les villes existent, mais ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont beaucoup plus difficiles d'accès. Alors que si on se base, par exemple, sur tout le réseau de bus de Paris,
on pourrait installer directement à l'arrière des roues notre système de la même manière. Un petit système d'aspiration qui permettrait d'aspirer les particules et au-dessus de ce système, directement de notre filtre, qui se sert des propriétés électriques, notre réseau d'électrodes de la même manière. Donc, une espèce d'aspirateur derrière chaque roue Derrière chaque roue. qui amène l'air sur un système électrique. Donc Ouais. voilà, d'accord. Ouais. Mais ça fait, pour un camion, ça occupe de la place, c'est lourd. Eh ben non, justement. C'est aussi une particularité qui est géniale, c'est que on n'a pas besoin de gros courants. On a besoin de grosses tensions, mais pas besoin de gros courants. Donc c'est pas compliqué à créer. Ça prend pas du tout de place. Là, notre premier test expérimental, notre premier démonstrateur expérimental, on va dire qu'on a fait que avec du matériau de récupération. Pèse un peu lourd quand même, puisque c'est à peu près 10 kg, il me semble, puisque c'est qu'avec du matériel de récupération. Mais derrière, quand on le fera de façon industrielle, on le sait, ça pesera même pas 1 kg le système. Donc c'est ça qui est génial. Ça sera très simple à installer. On est en relation avec Transdev Occitanie pour potentiellement installer sur leur bus plus tard, voir pour des premiers prototypes, des tests de premiers prototypes en conditions réelles. Et on en a parlé avec eux, c'est pas compliqué à installer sur des bus, quoi. Donc on dira demain que votre société, tout a démarré dans un garage comme d'autres. Dans un garage, mais surtout dans une salle de notre école qui nous a vraiment beaucoup aidé là-dessus. On a pu substituer notre stage de fin d'études sur le projet pour bosser à plein temps dessus pendant 6 mois. Ils nous ont mis à disposition une salle avec du matériel. Donc ça a démarré dans une salle d'école, mais également dans un garage, puisqu'on a fait quelques trucs dans notre garage, si on peut dire. Et vous en êtes où là, dans le développement, dans le financement? Vous avez besoin de quoi? Alors actuellement, comme je l'ai dit, on a eu des premiers résultats expérimentaux qui sont bons. Maintenant, on avait du mal avec la répétabilité, puisque forcément, c'est du matériau de récupération, donc c'est compliqué. Donc on commence une collaboration avec un laboratoire à Montpellier, l'IES, qui est spécialisé dans beaucoup de secteurs, notamment dans le secteur qu'on veut. Et avec ce laboratoire, on aimerait faire une preuve de concept rapide, fiable, vraiment scientifiquement, pour derrière lancer le prototypage, etc. On a la chance d'avoir déjà quelques fonds propres grâce à des concours qu'on a gagnés. On est presque à 20 000 euros de fonds propres récoltés par des concours. Donc on est quand même super content. Pour l'instant, ça suffit un peu à faire ce qu'on veut. Forcément, bientôt, on aura besoin d'investisseurs dans tous les cas, parce que c'est un projet très tech. Il y en a déjà qui pointent leur nez? Il n'y en a pas encore beaucoup, parce que comme on n'a pas une preuve de concept scientifiquement viable. Donc les peu qui nous parlent disent après, bon, vous revenez quand vous avez quelque chose de plus solide. Mais on pense que ça ne devrait pas tarder. On espère. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Des remarques? J'arrive. Bonjour, donc moi je m'appelle. Oui. Donc moi je suis étudiant en alternance, mais par contre votre système c'est comme un déjà vu, en fait, parce qu'il y a déjà des systèmes d'aspiration qui existent déjà pour récupérer les particules de frein, en fait les plaquettes de frein. Donc c'est quoi la différence vraiment entre votre projet et ce qui existe déjà? Ouais, les particules de frein, c'est aussi une pollution qui commence à être connue. Nous, on joue vraiment sur les particules de pneus. Et ce n'est pas un simple système d'aspiration, c'est ça la petite valeur ajoutée. On est capable de récupérer uniquement les particules de pneus, alors que le système d'aspiration classique, je vais dire une bêtise, mais si on roule dans de la poussière, va également aspirer la poussière. Ce qui permet, nous, derrière, que la revalorisation se fasse beaucoup plus simplement, puisque si c'est que du plastique, il n'y a pas besoin de tri. Les personnes vont directement pouvoir utiliser les particules. Il n'y aura même pas besoin de broyage, etc., puisque c'est déjà des microparticules. Donc c'est ça ce qui différencie vraiment d'un système de récupération de frein. Ouais. Messieurs, dames, y en a-t-il d'autres? Ça n'éveille rien chez vous. Moi, ça éveille plein de choses. Enfin, moi, ça m'enthousiasme. Voilà, j'ai jamais pu rien foutre de mes deux mains. Ah si. Je peux vous refaire une salle de bain, presque en entier.
c'est déjà pas mal. Ouais, sauf la plomberie, sur la soudure, je suis pas très bon. Bon, enfin bref, on va pas parler de moi. Ou alors, faut mettre des tuyaux en plastique, dont voilà, qui terminent en microparticules de plastique. Vous cherchez des partenaires, donc vous avez un laboratoire. Ouais, pour l'instant, on a un laboratoire qui nous convient tout à fait pour l'instant. On commence à trouver des partenaires pour la revalorisation. On a Transdev Occitanie pour la récupération, l'installation du système sur des bus. Maintenant, c'est d'autres partenaires où on pourrait installer notre système. On a déjà communiqué avec AP2R et Vinci pour les bassins de rétention sur les autoroutes. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait d'accéder Pourquoi à un bassin de rétention. C'est un marché public, de 1. Donc, installer quelque chose sur un marché public, quand il n'y a qu'une seule solution qui existe, on ne peut pas créer un appel d'offres comme ça. Et de 2, ils ont des règles, ils doivent entretenir les bassins de rétention à des fréquences régulières, etc. Mais sinon, ils ne vont pas sur les bassins de rétention. Et quand nous, on voulait y aller pour faire des échantillonnages, etc., ils n'ont pas forcément prévu de maintenance, de quoi que ce soit. Donc ils nous disent, on verra ça l'an prochain peut-être. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc c'est vrai que la partie eau est beaucoup plus compliquée. Et on va sûrement lancer la partie air derrière les pneus en premier pour avoir un premier appui, aussi grossir doucement avec des partenaires qui nous le permettent pour derrière attaquer sur la partie eau. Mais sur la partie eau, les Veolia, les Suez, les gestionnaires de stations de potabilisation, ça devrait les intéresser. Alors, Si ça les vous mettez intéresse. votre système en amont des stations, ça éviterait que leur filtre à eux soit bouché par le plastique. Oui, ça les intéresse. Mais Mais ils attendent les résultats. Ils veulent des résultats concrets. Ils veulent une preuve de concept vraiment concrète avec une répétabilité. Ils veulent des résultats très concrets. Ce que pour l'instant on n'a pas, ce qu'on aimerait avoir d'ici fin août. Mais effectivement, ça les intéresse. Vous allez les avoir, les résultats. On espère. Hein? On fait tout pour et on espère. On réussit. À chaque fois qu'on dit qu'on a discuté avec Vinci, AP2R, Veolia, etc., on nous dit vous avez déjà réussi à contacter des personnes qui ne sont pas forcément faciles à contacter. Donc on a déjà ces contacts. On n'aura plus qu'à les relancer, entre guillemets. Donc c'est sûr qu'on espère qu'on pourra. On y croit et on fait tout pour. Oui. Attendez, le micro arrive. Merci. Pareil, même punition. Mettez bien le micro sur le menton et présentez-vous. Bonjour. Bonjour, Antonin Mélois, Isteli Paris. J'aurais une question par rapport à la quantification du nombre de particules que vous pourrez récupérer par pneu, parce que j'imagine que mettre un système par roue, c'est un prix, on va dire que ça va. Donc il y a beaucoup de valeur, mais en termes de quantité, j'ai vu que vous étiez au démarrage de votre projet, mais est-ce que vous avez déjà quantifié un peu la source ? Ouais, alors nous personnellement, on n'a pas quantifié parce que c'est des études qui durent plusieurs années. On a fait beaucoup de bibliographie. Il y a différents articles qui sont sortis qui estiment à différentes tranches de valeur. Pour une voiture, c'est à peu près 100 mg par kilomètre qu'elle parcourt. Pour un camion, un poids lourd, ça monte jusqu'à 700-800 mg par kilomètre qu'il parcourt. Pour un bus, c'est aux alentours de 250. Donc, si on fait, par exemple, si on regarde tous les bus de France, tous les kilomètres qui parcourent, etc., sur les 75 000 tonnes qui sont émis en totalité, plutôt 100 000 maintenant, mais bon, bref. Si on équipe tous les bus de France uniquement de centre-ville, etc., on peut réussir à monter à 5 000, voire 10 000 particules récupérées. Donc c'est énorme en fait. C'est 10 000 tonnes par an. Ça représente un marché qui est quand même pas négligeable. Mais vous ne pouvez pas faire une quantification ou une qualification par les tailles de microparticules, parce que c'est ça, le rapport toxique, il est lié à la surface d'interaction avec nos poumons. Ouais. On ne peut pas. On pourrait en mettant des filtres très précis, etc. Ça se fait en labo. Ça ne nous intéresse pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est tout récupérer. Que ce soit du 1 mm au nanomètre. Pour nous, derrière, s'il fait 1 mm, il va forcément se séparer en plus petit et donc ça aura encore un effet néfaste sur la faune et la flore et la santé humaine. Donc ça ne nous intéresse pas forcément de trier par taille.
Je sais qu'au niveau biologique, pour la biologie, etc., ça serait très intéressant, notamment pour les études de quantification. On en a parlé avec le laboratoire. Ils ont un pôle à 7 qui étudie les microplastiques dans les fruits de mer. Et en fait, c'est une personne qui est au microscope et qui regarde et qui dit « Ok, ça c'est un microplastique, ça c'est pas un microplastique, ça c'est un microplastique, ça c'est pas un microplastique ». Donc c'est sûr que si on réussirait à installer notre système aussi pour de la biologie, ça permettrait tout simplement de sensibiliser encore plus la population à cette pollution, ce qui serait très intéressant aussi, quoi. Oui, monsieur, le micro arrive. Merci, madame. Même punition, bonjour, présentez-vous. Bonjour, Andy Nestor, UCF Paris Sud, centre de formation. Vous avez parlé de la taille minimale, le nano pour les particules, mais la taille maximale, ce serait quoi? Et ma deuxième question, excusez-moi, main-d'œuvre humaine, et comment ça va impacter peut-être le marché de l'emploi dans vos opérations? Merci. Alors, la taille maximale, en soi, c'est la définition. Le microplastique, c'est en dessous de 5 mm. Donc nous, on se concentre plutôt sur des tailles inférieures au millimètre, puisque des filtres classiques font très bien la récupération au-dessus de 1 mm. Ce n'est pas vraiment le secteur qui nous intéresse. Et nous, on aimerait se mettre en complément quand même de ces solutions de filtres classiques. Et pour la deuxième question, on en a discuté avec notamment Transdev Occitanie sur la maintenance des bus, puisque évidemment, si on a un système derrière les roues et qu'on doit changer toutes les semaines le filtre ou quoi que ce soit, c'est pas du tout pratique pour eux. Les bus, on sait qu'ils ont une maintenance obligatoire, une révision obligatoire tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ils changent filtre à air, filtre à huile, etc. Donc notre but, c'est que ce soit pas compliqué pour les personnes qui font la maintenance sur ces engins, que ce soit les bus, les camions, mais aussi les bassins de rétention. Et donc vraiment qu'on essaye de caler notre système pour qu'au bout de 6 mois, il ne soit pas complètement rempli, qu'il ne soit pas saturé au bout de seulement 1 mois, et qu'il puisse l'enlever, récupérer les plastiques au bout de 6 mois, les mettre dans un conteneur qu'on pourra venir récupérer par la suite. Et voilà. Ça oblige à avoir un flux logistique de récupération des conteneurs à plastique. Ouais. C'est pas facile à mettre en place, ça. Hein. Non, pas facile. Et on s'en rend compte au fur et à mesure. On s'était pas vraiment posé la question là-dessus au début. Notre but, c'était d'agir contre la pollution. Et nous, une fois qu'on avait récupéré, on était contents. Mais en fait, c'est vrai que la logistique, c'est un gros domaine. Et c'est notamment très intéressant d'être dans un salon comme ça parce qu'on en apprend encore plus. Et ça va être un gros challenge. Messieurs, dames. Oh, vous riez. Vous allez avoir le micro. Attends, il ne faut jamais exprimer quoi que ce soit avec son visage devant moi. Sinon, pour moi, c'est un appel au micro. Monsieur, à nouveau. Une dernière question. En fait, même lorsque vous dépolluez, il y aurait bien le micro sur le menton, pardon. Désolé. Même lorsque vous faites face à la pollution, il y aurait quand même des déchets, des rejets. Comment vous prévoyez est-ce que vous prévoyez de détruire ou est-ce que ces rejets-là, de votre part, ne vont pas impacter l'environnement également? Des rejets par rapport à ce qu'on récupère, vous voulez dire? Évidemment, il y aura des rejets. Évidemment, notre système ne sera pas performant à 100%. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on récupère le maximum. Même si on récupère 10%, c'est mieux que rien. Et les rejets qu'on fait, on fera en sorte qu'ils soient minimaux, parce que notre but, c'est justement de lutter contre cette pollution, agir pour que derrière, ça n'ait pas d'impact néfaste sur la santé humaine, la faune, la flore. Donc ça, on peut pas garantir qu'il n'y aura pas de rejet, qu'on récupérera tout. C'est impossible. Comme tout, hein, c'est pas possible d'agir à 100%, d'être parfait. Mais on essaye d'agir au maximum. Là, sur nos premiers résultats, on n'a aucun problème à repousser, à déplacer des particules qui descendent jusqu'aux 50 microns, sachant qu'on est vraiment, comme je le disais, dans un garage. Donc en laboratoire, on ne devrait normalement pas avoir de problème à repousser jusqu'au micromètre, ce qui serait parfait pour nous, et agir au maximum sur la pollution, quoi.
Oui, de toute façon, vous ne pouvez pas promettre 100% de recyclage. Ça, c'est le mouvement perpétuel. En thermodynamique, c'est impossible. Exactement. Il me reste des souvenirs de mon diplôme. Même avec les pompes à chaleur, on y pense. Même avec les pompes à chaleur. Eh oui, le 100%, c'est pas possible. Comme l'énergie absolument propre, etc. Messieurs, dames, il nous reste 1 minute. Parce qu'au-delà de la minute, il faut qu'ils payent, en fait, très cher. Mais ça va, j'ai un peu de sous sur mon compte en banque. Non, Je suis non, prêt à- gardez-les, gardez-les. Écoutez, merci, Youen. Je vous laisse le mot de la fin. Youen Boenech. Bah, merci à tous de m'avoir écouté. Un petit mot de la fin sur l'entrepreneuriat. Je sors d'un salon entrepreneurial ces 2 derniers jours. Si jamais vous êtes jeune, vous hésitez à entreprendre, n'hésitez plus. Si vous hésitez, c'est qu'il faut y aller, il faut foncer. C'est pas facile, notamment quand on essaye de monter des projets très technologiques comme ça. Mais c'est génial, c'est une aventure folle et même si on n'y arrive pas, c'est toujours énormément d'apprentissage. Donc foncez et petit mot de la fin, essayez de respecter l'environnement au maximum. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous libère. Merci. Vous pouvez reprendre une vie normale et aller vous alimenter sans microplastique. Et donc éviter les huîtres. Hein, ça concentre. Les huîtres et tout ce qui est emballé en fait. Voilà. Merci.